Alors évidemment, c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour ces ateliers de la consommation ici au centre de conférence Pierre Mendès France, pour parler aujourd'hui d'un sujet qui est, je crois, à la fois au cœur des politiques économiques du gouvernement et au cœur d'une actualité qui a été renouvelée en 2013, puisque agir pour la confiance n'est pas un sujet nouveau. En revanche, c'est un sujet qui a revêtu une actualité certaine en 2013. Alors, qui a cherché à approcher un animal sauvage, non pas pour l'apprivoiser, mais simplement pour essayer d'être en contact ou de l'observer, c'est combien il faut de temps pour parvenir à lever les préventions de l'animal et combien un geste malheureux, une réaction imprévue peut susciter de réactions négatives et annihiler tous les efforts qui ont été entrepris. Alors je ne ferai pas de parallèle entre cette image plutôt bucolique et notre sujet. Notre sujet, il est essentiellement économique, mais il est aussi sociétal. Et c'est de ça que je voudrais vous parler brièvement en introduction, avant de laisser aux deux présidentes de cet atelier le soin d'organiser et de veiller au bon déroulement de notre réunion de ce matin. Alors c'est un sujet principalement économique, faut-il le rappeler, vous l'avez tous en tête. La consommation des ménages est la principale composante du produit intérieur brut. Elle représente un peu plus de 50%, 55% pour être précis sur des chiffres récents. Et évidemment, cette consommation, elle repose très étroitement sur la confiance qu'ont les acteurs économiques et, au premier rang desquels, les consommateurs, confiance dans les produits et dans les services que leur proposent les entreprises. À l'inverse, vous le savez, et l'année 2013 nous l'a encore rappelé, un consommateur qui a été trompé ou des consommateurs qui ont entendu des affaires qui pourraient les toucher ou qui se sont trouvés, eux, directement victimes d'une infraction, ces consommateurs vont se trouver, par conséquent, légitimement anxieux et méfiants et ainsi auront une proportion évidemment moindre à consommer. Donc, c'est un sujet important de politique économique et pour le gouvernement, il apparaît pleinement légitime aujourd'hui de s'occuper de l'action à mener en faveur de la stimulation de la consommation compte tenu de sa contribution à la croissance de l'activité. C'est aussi un sujet sociétal. Quand on voit certains de nos concitoyens, et parmi les plus vénérables d'entre eux au plan financier, c'est un devoir sociétal et social que de veiller à une consommation sûre et qui se déroule dans le maximum de confiance. Alors au quotidien, vous le savez, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est présente sur ces questions puisque la confiance est un des éléments importants au cœur de la régulation économique. C'est un élément important à la fois en termes de concurrence et en termes de protection des consommateurs. Et nous sommes chargés notamment de veiller aux conditions d'un fonctionnement équilibré des marchés, fonctionnement équilibré qui se veut aussi transparent que possible, au bénéfice bien évidemment des acteurs économiques, de leurs relations entre eux et du client final, et donc par ricochet avec les incidences positives, du moins nous l'espérons, en matière de protection des droits des consommateurs. Alors, pour nous aider justement dans cette mission de protection des consommateurs et cette action en faveur de la confiance, nous essayons de cibler notre action avec un certain nombre d'outils dont nous disposons, et l'un d'entre eux qui est cher à certains mais diversement apprécié par d'autres, c'est le baromètre des réclamations que nous tenons depuis maintenant plus de 5 ans, depuis 2008. Baromètre des réclamations qui nous permet de recenser à peu près 100 000 contacts chaque année et qui nous aide à identifier les alertes possibles et à sélectionner les actions à mener. Ces baromètres sont donc un outil de pilotage pour nous, de façon à corriger les pratiques qui sont ressenties ou effectivement défavorables aux consommateurs, qui nous permet également de contribuer au choix des actions de contrôle et aux thèmes d'enquête que nous menons, et évidemment qui nous met également en situation d'établir un dialogue préventif avec les opérateurs et les entreprises qui nous sont spécialement signalés par les consommateurs. De la même façon, nous suivons la manière dont les opérateurs économiques traitent eux-mêmes directement, puisque c'est leur rôle, traitent eux-mêmes directement les réclamations dont ils font l'objet
par leurs clients, et nous encourageons évidemment le développement du règlement rapide de ces litiges et des litiges résiduels, notamment par la voie extrajudiciaire, mais par toute voie qui se révèle efficace. Alors vous le savez, pour fonctionner de façon satisfaisante, une économie a besoin d'un niveau de confiance élevé, je dirais même très élevé, entre les individus. Je dirais très élevé puisque depuis quelques années, depuis notamment 2008, avec le début de la crise des prêts hypothécaires qui étaient distribués un peu trop facilement probablement à des ménages à risque aux États-Unis, depuis 2008 et 2009 et depuis cette grande récession économique qui a démarré maintenant il y a plus de 5 ans, nous vivons encore les répercussions de cette crise, notamment sur la zone euro et en termes d'atonie économique. Et donc l'exigence de confiance, me semble-t-il, s'est accrue du fait de cette crise. Et cette crise est évidemment un des exemples flagrants des dégâts qu'une perte de confiance des acteurs économiques a pu provoquer, notamment dans le secteur bancaire. En même temps, vous le voyez bien, l'économie incite les différents acteurs à se faire concurrence, notamment sur l'offre globale de produits ou de services qui sont proposés aux consommateurs ou indirectement aux consommateurs. Et une concurrence par les prix, c'est un sujet hélas bien actuel aujourd'hui au moment où s'ouvrent les négociations entre les fournisseurs et la grande distribution pour l'exercice commercial 2014. Or, si l'on veut que concurrence et confiance fassent bon ménage, il est indispensable d'éviter que les tricheries ne soient pas détectées, et il est évidemment indispensable que les tricheries qui sont détectées soient sanctionnées très durement, et donc que tout acte qui s'écarte de la loi soit sévèrement sanctionné pour ne pas inciter à des comportements qui seraient non respectueux de la loi. Et donc évidemment, nous sommes particulièrement attentifs à tous les signaux qui peuvent être négatifs, en particulier s'agissant des produits sur la dimension de la qualité des produits. Et dans ces domaines-là, nous entendons jouer un rôle aussi efficace que possible, à la fois en définissant des standards, soit des standards normatifs, soit des standards réglementaires. Et nous sommes également très attentifs à veiller à l'application et au respect de ces standards, la responsabilité première du respect de ces standards incombant bien évidemment aux entreprises. Alors c'est un sujet, l'action pour la confiance, c'est un sujet évidemment d'actualité. Et si on revient au début de l'année, vous avez tous en tête la crise de la viande de cheval, dont je ne détaillerai pas le contenu, puisqu'un intervenant l'évoquera tout à l'heure, mais c'est une illustration évidemment importante des effets de la perte de confiance des consommateurs. L'impact de cette tromperie, vous savez qu'il s'agissait d'une tromperie, sur les ventes, notamment des plats cuisinés au niveau national, a été considérable, et bien au-delà évidemment des effets sur les entreprises en cause et des conséquences pour les salariés de l'entreprise particulièrement pointée du doigt. Quelques chiffres, mais pas trop, rassurez-vous. Les ventes de lasagne, de hachis parmentier, de moussaka, dans la semaine qui a suivi la révélation publique de la fraude, ces ventes ont baissé de 45%, d'après le panéliste Nielsen, et les ventes de plats surgelés ont globalement plongé de 16%. Un mois après le début de l'affaire en France, une autre entreprise, il s'agit là d'une firme d'études de marché, Symphonie IRI, cette entreprise a annoncé une baisse de 30% du volume des ventes de plats cuisinés, et au 1er mars, un sondage de BVA révélait qu'un quart des Français avaient cessé tout achat de plats cuisinés au bœuf. Rassurez-vous, je n'irai pas plus loin, ces quelques chiffres me paraissent permettre suffisamment de mesurer les conséquences de cette perte de confiance sur ces marchés agroalimentaires, notamment dans le secteur des surgelés et des plats cuisinés à base de bœuf. Perte de confiance qui entre évidemment pour une part importante dans le chiffre d'affaires des industriels de l'agroalimentaire de ce secteur, à la fois au niveau français et au niveau européen, et évidemment avec un impact moindre, mais des incidences également sur les clients directs de ces entreprises que sont la grande distribution. Or, comme la dépense des ménages et la dépense de consommation des ménages est le poste le plus important de la demande finale, le rôle de l'État est évidemment primordial pour conforter la confiance du consommateur dans les produits et dans les services destinés au consommateur final, pour contribuer ainsi à rendre la consommation plus sûre, plus bénéfique et, nous l'espérons, plus active. Or, vous le savez aussi, si on regarde la même période de 2008 à nos jours, depuis l'apparition donc de la crise de 2008-2009,
la consommation des ménages a fléchi. Elle a progressé d'abord à un rythme inférieur à celui d'avant la crise. On a une progression par trimestre d'environ plus 0,1% depuis 2008, alors que cette progression trimestrielle était plutôt de l'ordre de plus 0,5% entre 2000 et 2007. En 2012, la consommation a même baissé de 0,4%. C'était la deuxième fois en 60 ans qu'elle diminuait. Ceux d'entre vous qui sont des habitués savent que je supporte assez mal la climatisation ici. En 2012, donc, la consommation a baissé de 0,4%. Deuxième fois en 60 ans que cette consommation diminuait. Cette chute s'est poursuivie au premier trimestre 2013 avant de reprendre à un taux relativement faible au deuxième et troisième trimestre de cette année. Cette baisse de la consommation, elle est due en grande partie à des événements macroéconomiques internationaux, mais elle peut être combattue aussi par une régulation accrue au niveau microéconomique pour contrebalancer la perte de confiance dans l'environnement global au plan économique et international et en redonnant confiance aux consommateurs dans les entreprises. Une des missions premières, vous le savez, de la DGCCRF est de veiller à la loyauté des transactions dans le cadre des dispositions fixées par le Code de commerce et le Code de la consommation. Et cette tâche primordiale se situe au cœur des marchés. Elle en conditionne, même si ça n'est pas suffisant, elle en conditionne en partie le bon fonctionnement et elle permet de répondre aux exigences de compétitivité, d'innovation et de sécurité qui s'imposent à l'ensemble des acteurs économiques. Bien évidemment, les seuls contrôles a posteriori ne suffisent pas à assurer ce rôle de régulation et la prévention joue une place extrêmement importante en amont pour des opérations de valorisation de produits notamment. Elle permet de sensibiliser les professionnels au respect des règles. Elle permet aussi d'assurer une information aussi satisfaisante et permanente que possible sur le niveau de protection des consommateurs. Merci Marie-Christine. Merci. Outre la prévention et l'action curative, si je peux utiliser ce terme, la DGCCRF intervient également de manière plus large en favorisant le développement de cette confiance et par là en favorisant, nous l'espérons, le succès des échanges économiques. Les consommateurs, d'ailleurs, n'en sont pas les seuls bénéficiaires, faut-il le rappeler. Les entreprises sont tout autant gagnantes lorsqu'un climat de confiance se maintient ou se rétablit, grâce notamment aux signaux tangibles de leur respect de la réglementation, qui est un élément déterminant pour ce retour à cette confiance. Redonner confiance aux consommateurs est donc particulièrement important, et évidemment, à l'approche des fêtes de fin d'année, où l'on constate en général un regain de consommation dans certains secteurs d'activité. Certaines entreprises, d'ailleurs, réalisent une part très significative de leur chiffre d'affaires à cette période. C'est un élément de plus pour de redonner de l'actualité à ce thème. Et voici donc quelques-unes des raisons qui nous ont conduits à vous proposer ce matin de réfléchir ensemble aux manières d'agir en faveur de la confiance des consommateurs. Pour aborder ce sujet, je voudrais remercier très chaleureusement les deux présidentes qui ont préparé cet atelier, Laura Boulet et Pascal Ebel. Je voudrais également associer à ces remerciements Alice Durand-Reville pour son aide et l'ensemble des intervenants qui ont accepté de participer au débat avec vous ce matin. Je laisse maintenant la parole à Laura Boulet et à Pascal Ebel pour ouvrir cette séance et particulièrement à Laura pour l'ouverture de la première session. Je vous remercie et vous souhaite une bonne matinée. Madame la directrice générale, mesdames, messieurs, Madame la directrice générale, merci pour cette introduction.
qui a particulièrement souligné le lien entre confiance en la consommation et dynamisme de l'économie, qui est effectivement un point essentiel. Et merci de nous accueillir donc pour cette matinée que le comité de pilotage de cet atelier et votre administration ont souhaité consacrer à la confiance du consommateur. J'ai donc le plaisir, au nom de l'Union des annonceurs, d'ouvrir et d'animer donc la première session de la matinée, au cours de laquelle nous allons tenter de répondre ensemble à la question suivante: comment se construit la confiance du consommateur? Avant ensuite de s'intéresser, donc sous la présidence de Pascal Ebel, aux moyens pédagogiques qui pourraient permettre de donner la confiance aux consommateurs de demain. Donc comment se construit la confiance du consommateur? Quelques constats en guise d'introduction. La confiance se construit au quotidien, mais elle doit aussi résister aux crises, donc à des périodes plus critiques durant lesquelles la défiance peut prendre le pas. Autrement dit, elle se construit dans la durée, mais elle peut se détruire en un instant. Premier élément. Deuxième élément, elle se construit par l'action des acteurs institutionnels, sociétaux et économiques qui participent chacun à leur niveau à la construction de cette confiance. Donc on va essayer de comprendre comment chacun d'entre vous intervient et comment s'articulent ces différentes actions. S'agissant des professionnels, des acteurs économiques, depuis plusieurs années, ils ont essayé donc de travailler au sein du comité consommation du MEDEF, présidé jusqu'à il y a quelques semaines par Loïc Armand. Ils ont essayé de dresser la liste des composantes qui permettent de créer cette confiance. Et là, voilà, normalement, il doit y avoir une slide qui s'affiche. Et en synthèse, les éléments peuvent être représenté par le biais d'une pyramide, vous le voyez, avec une première composante qui est le socle de la confiance, qui est constituée par la qualité de l'offre aux consommateurs, qui est évidemment la base de la satisfaction des consommateurs, qui implique l'innovation et la créativité dans les offres, mais qui implique aussi bien évidemment la sécurité des produits et des services, qui est un élément essentiel et non négociable. Et puis désormais également l'éco-conception des produits et des services, puisque c'est une exigence croissante des parties prenantes. Le deuxième étage, vous le voyez, c'est la qualité de la relation avec les consommateurs, qui elle implique à la fois la mise en place d'une communication responsable, mais aussi, bien sûr, on en parlera, je pense, le développement des bonnes pratiques des services clients de la part des entreprises, et puis, vous l'avez mentionné, l'existence de modes de résolution amiable des litiges. Et puis, le troisième et le dernier étage, il est constitué par la nécessité d'avoir un dialogue au niveau collectif entre les associations qui représentent respectivement les consommateurs et les professionnels, les acteurs économiques de l'autre, bien entendu en lien avec l'administration. Et puis enfin, je vous rassure, j'en terminerai là. Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, au-delà des acteurs qu'on a mentionnés et toutes ces composantes, les nouveaux moyens de communication numérique permettent aujourd'hui à un autre acteur de faire entendre sa voix, de la faire entendre beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Et ce nouvel acteur, c'est tout simplement le consommateur lui-même, qui peut s'exprimer et être entendu instantanément par ses pairs grâce à ces nouveaux moyens de communication qui sont mis à sa disposition. On l'appelle parfois, vous avez déjà dû entendre ce terme, le consomme-acteur. Donc je pense qu'il aura une place aussi non négligeable aujourd'hui dans nos débats. Voilà, j'en termine là. Pour approfondir toutes ces questions, donc nous allons avoir la chance d'abord d'écouter l'intervention d'un observateur, d'un expert de ces questions, avant d'échanger donc dans le cadre d'une table ronde avec les différents acteurs qui participent à la création de cette confiance. J'ai donc le plaisir d'accueillir Éric Singler. Éric Singler, vous êtes directeur général de l'Institut d'opinion BVA In Vivo. Vous observez, vous interrogez les consommateurs au quotidien. Vous avez beaucoup travaillé dans les univers de grande consommation et vous avez souhaité intituler votre intervention « Information, confiance et comportement du consommateur ». Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Je suis ravi d'avoir cette opportunité de partager quelques idées ce matin en ouverture de la table ronde. Je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense que ça va être dans la table ronde qu'il va y avoir le plus d'échanges. Et bien sûr, c'est quand il y a des échanges qu'il y a de l'intérêt. Alors je vais prendre cette petite chose-là, je crois. Et on va voir si je sais la faire marcher, ce qui est une autre histoire. Voilà. Hop, je reviens. Alors comment se construit la confiance du consommateur ? Beau thème sur lequel on pourrait débattre, et je pense qu'on va le faire.
assez largement. Je vais vous dire un petit mot sur qui je suis, pas par ego, en tout cas j'espère, mais juste parce que je pense que pour vous, c'est important de connaître l'émetteur. Vous connaîtrez ainsi mes points aveugles et serez mieux à même de critiquer. Donc effectivement, je dirige un institut de sondage et au sein de cet institut de sondage, je m'intéresse plus particulièrement à la grande consommation, non seulement en interrogeant des consommateurs, mais en les observant un peu tous les jours dans leurs décisions d'achat en France et dans les autres pays, beaucoup en Asie en ce moment et aux États-Unis, ce qui nous donne une certaine vision des différences, et il y en a beaucoup quand on parle confiance, ça n'a pas le même sens en Chine, aux États-Unis, en Europe, d'une manière générale. Alors, je rentre dans le vif du sujet et j'aimerais aborder 3 points très basique. Le premier point, c'est la confiance. On en est où ? Et on va voir que ce n'est pas obligatoirement très simple. Deuxièmement, on va essayer de parler des canaux de construction de cette confiance. Et puis, troisièmement, j'aimerais aborder un point, c'est quelle stratégie gagnante pour la confiance, et là, partager quelques idées simples sur lesquelles on pourra bien évidemment largement rebondir lors de la table ronde. Alors, le premier point, c'est la confiance. Où en est-on ? Et j'ai essayé de trouver une image un petit peu trouble. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une période trouble. On pourrait plus parler d'un océan de défiance que d'une grande confiance. Alors j'ai choisi, parmi la multitude des sondages de BVA et de l'ensemble de nos confrères, quelques chiffres juste pour montrer d'où on part aujourd'hui. Le thème, c'est « j'ai pas confiance ». Alors bien évidemment, confiance, ça veut dire confiance en quoi ? Confiance en qui ? Est-ce que c'est en une marque ? Est-ce que c'est en un produit ? Est-ce que c'est dans une entreprise ? Est-ce que c'est dans une institution ? Quelle nature d'institution ? On va voir que tout ça est assez différent, mais globalement, sans doute lié à la crise, on est dans une période où la confiance n'est pas ce qui est le plus partagé. Je reprends ici une étude réalisée par le Cevipof l'an dernier avec OpinionWay. Voilà quelques chiffres sur une question qui est toute simple. Parmi les mots, les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? Le 1, c'est la méfiance. Vous trouvez la confiance plus bas, qui est à 13%. Donc, la caractéristique majeure des Français aujourd'hui, quand on leur parle de leur état d'esprit, c'est plutôt la défiance plus que la confiance, et à un niveau très général. Deuxième point, toujours dans cette enquête Cevipof OpinionWay, on essaye de regarder un peu qu'est-ce qu'il en est des grandes institutions ou d'un certain nombre de grandes organisations. Alors certains s'en tirent plutôt bien. Dans ces certains, il y a les hôpitaux qui génèrent un niveau de 82% de confiance. C'était en décembre 2012. 66% pour la police. Mais voilà les deux seuls qui ont des scores supérieurs à 50%. Et ensuite, on va être en dessous. Les grandes entreprises publiques, 46, les grandes entreprises privées, 42, les syndicats, 35, les banques, 25, les médias, 23, les partis politiques, 12. Donc, vous voyez bien qu'on est dans un environnement où ça n'est pas la confiance qui caractérise ce que les Français pensent de leurs organisations d'une manière générale. Donc notre thème, agir pour la confiance, c'est un sacré challenge dont il faut être assez convaincu, et d'autant plus convaincu qu'on a vu les effets que ce manque de confiance pouvait générer sur la croissance économique, alors d'une entreprise, d'un secteur ou du pays, d'une manière générale. Ça s'inscrit dans quelque chose, et après je vais essayer de positiver un petit poil quand même. Ça s'inscrit toujours au travers de cette étude dans quelque chose d'encore plus fondamental. Est-ce que j'ai confiance dans l'autre ? Pas tellement. Alors on va voir, sauf si cet autre est un proche. Donc on n'est jamais assez prudent quand on a affaire aux autres, 73%. On peut faire confiance à la plupart des gens, 26%. Donc globalement, on est
dans cette défiance, dans ce scepticisme, sans doute alimenté par des, maintenant, dizaines d'années de crises latentes qui ont secoué le mental et la mentalité des Français. Alors, si on regarde la baromètre BVA pour BFM et Challenge, qui est tout récent, je vous ai sorti le novembre 2013, sur l'avenir de la situation et la confiance dans l'avenir de la situation. Pareil, cette confiance, elle se réduit. 73% des Français déclarent avoir moins confiance dans l'avenir que quelques semaines auparavant. On est donc au cœur de cette crise de confiance face à laquelle il va falloir réagir très fortement, tant elle plante, je dirais, l'activité économique et l'activité des entreprises. Alors, les canaux. Comment tenter de construire cette confiance? Qu'est-ce qui crée cette confiance qui est si indispensable à la consommation? Et là, je pense que je vais parler d'un poncif que vous connaissez tous, qui est la révolution du digital. Nous passons d'une société hiérarchisée, top-down, les marques parlent aux consommateurs, les institutions, les partis, les syndicats, les églises parlent, et le consommateur, usager, citoyen, écoute, avec un sens plus ou moins critique. Voilà ce qu'était le modèle. On est passé de ce vertical à un horizontal. Pourquoi un horizontal? Parce que les moyens techniques le permettent. Maintenant, avec tout ce que vous connaissez par cœur, les réseaux sociaux, le YouTube, les Twitter, bien sûr Facebook, sur professionnels, les LinkedIn et compagnie, à quoi ça sert? Ça sert à parler. Ça sert à parler à ses proches, qui eux-mêmes parlent à leurs proches, et tout ça génère un bruit assez fondamental qui fait que le pouvoir se renverse. Nous ne sommes plus des élites parlant à des individus. Les individus, les marchés sont des conversations. Les citoyens ou les consommateurs créent des images de marque autant que les marques cherchent à faire évoluer leurs images. Et tout ça à grande rapidité. Le bouche à oreille existe toujours, sauf que le porte-voix du bouche à oreille est devenu monstrueux. Et vous avez tous en tête des dizaines de cas, positifs ou négatifs, où quelqu'un s'emparant d'un sujet, d'une réclamation, dont on parlait tout à l'heure, ça devient un phénomène largement suivi par la communauté et qui peut se déployer à vitesse grand V, voire mondialement. Donc, on devient mondial, conversation instantanée, qui est horizontale et moins verticale. Alors, si on rentre, et là c'est une étude Nielsen, sur la confiance envers l'ensemble des éléments liés à la communication publicitaire. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails de ce tableau. Ce qui va m'intéresser, parce que je pense qu'il y a ici une clé de lecture, c'est en gros, on a confiance dans la proximité, le petit proche. Alors, à ses proches, à ses connaissances. Alors, aux consommateurs online, alors on sait que dans les avis de consommateurs online, et les gens nous le disent, il y a de la truande. On imagine qu'il y ait des faux avis liés aux marques, liés aux intérêts privés qui sont sous-jacents à ces avis. Néanmoins, comme ce sont des pairs, comme Laura le disait tout à l'heure, on a plutôt tendance à avoir confiance dans son père plutôt que dans des gens qui sont porteurs d'un intérêt qui n'est pas obligatoirement le nôtre. Donc c'est pour ça qu'on voit en numéro 2, avis de consommateurs online. Et petit à petit, la confiance se réduit, plus l'intérêt évident d'une marque, d'une entreprise apparaît. Bien sûr, on peut aimer la communication publicitaire, mais tout en reconnaissant qu'elle a un objectif qui est de nous orienter dans le sens souhaité. Et là, je crois qu'il y a une clé qui est importante. La confiance, elle vient du messager, et plus ce messager est un messager proche de nous,
plus cette confiance est forte. Je ne vous ai pas rajouté, parce qu'il y avait suffisamment de tableaux, mais ce qui est intéressant dans la politique, vous avez vu, les partis politiques sont fracassés. Mais après, quand on parle de son maire, son député, son conseiller régional, etc., là, on va avoir des scores qui sont bien meilleurs. C'est-à-dire que l'institution est rejetée, le lointain est rejeté, le proche est apprécié, parce que son maire, on peut éventuellement être en contact avec lui, interagir, et à ce moment-là, on reprend confiance dans quelqu'un qui lui-même peut avoir une efficacité. Donc cette notion de confiance et proximité, elle est assez fondamentale. Alors, dans cette révolution digitale, vous savez qu'il peut y avoir des éléments très positifs et très négatifs. C'est ce qu'on appelle le bad buzz. Le bad buzz, dès lors que vous faites quelque chose, un consommateur peut le tourner et créer un buzz mondial qui peut être très négatif pour votre marque. Il suffit de regarder les blogs un peu tout le temps. Le moindre critique peut devenir une critique fondamentale qui va affecter la performance d'une entreprise. Alors, quel levier pour le développement de la confiance dans ce contexte de conversation mondiale et instantanée avec un rôle, et c'est une bonne chose, que les consommateurs aient la possibilité de s'exprimer et d'être en interaction avec l'entreprise, de mon point de vue, je pense que c'est fondamentalement une bonne chose qu'il faut intégrer dans l'entreprise. Ce n'est pas combattre, de toute façon, ça serait perdu d'avance, c'est intégrer, interréagir pour construire ensemble de la confiance. Alors, les leviers, je jette en pâture un certain nombre de mots que nous, on trouve assez clés, et je suis certain que chacun dans la table ronde aura beaucoup à dire sur ces différents éléments. C'est autant lié, je dirais, à des sondages quantitatifs qu'aux conversations qualitatives qu'on peut avoir tous les jours avec les consommateurs. L'empathie. J'ai confiance dans... C'est-à-dire qu'il connaît bien mes soucis, mon intérêt. Et je n'ai pas confiance quand je pense que c'est quelqu'un qui pense plus à son intérêt qu'au mien. Donc prendre en compte les intérêts de ceux auxquels je m'adresse construit fondamentalement de la confiance. C'est bien pour ça que mes connaissances proches, oui, j'envisage qu'ils puissent être utiles pour moi parce qu'ils pensent à mon intérêt. La compétence, bon, si c'est une connaissance qui est nulle en la matière, la confiance que j'aurai dans son opinion, dans son jugement, c'est ce que j'appelle moi un prérequis. Le prérequis, c'est un prérequis de compétence, alors de la compétence perçue, qui peut être très différente de la compétence réelle. Troisième point pour moi qui apparaît très important, la cohérence. Et la cohérence, c'est la cohérence externe et interne. Qu'est-ce que j'entends par là? Quand je suis Danone, puisqu'on a beaucoup de représentants de Danone, quand je suis Danone, si je veux vraiment, qu'est, je pense, une grande marque de confiance chez le consommateur, si je veux vraiment continuer à avoir cette confiance, il y a des liens, des interactions entre Danone en tant qu'entreprise et Danone en tant que marque. Je dois être irréprochable en tant qu'entreprise pour être perçu comme une marque de confiance. Je déguste des produits, bien sûr, de confiance, créés par une marque qui elle-même se comporte de manière socialement responsable. Et là, bien évidemment, on est dans un défi qui est très large, puisqu'on est dans des contraintes économiques fortes qui peuvent faire que l'entreprise ait à prendre des décisions qui contribuent à amoindrir la confiance globale que le consommateur peut avoir en la marque en question. La permanence, la confiance, c'est du long terme. Ça se construit, on en a parlé un petit peu avec Laura, ça se construit dans le long terme, ça se détruit très très rapidement, et c'est bien là toute la difficulté. Je voudrais rebondir sur quelque chose là-dessus. Dans mes contacts quotidiens avec toutes les grandes marques de grande consommation, ce qui me frappe beaucoup, c'est un discours quand on est avec, je dirais, les instances dirigeantes des grandes marques, des grandes entreprises mondiales. Elles savent que leur performance ne sera durable qu'à partir du moment où on prend fondamentalement en cause l'intérêt à long terme du consommateur. Donc il y a une vision qui est très très claire là-dessus, et très juste de mon point de vue.
Quand on redescend dans le gestionnaire quotidien de telle ou telle marque, ah, ça change un tout petit peu. Lui, il va quand même être jugé. Je gère ma marque, j'ai intérêt à en faire vendre plus. Si je veux, demain matin, passer de chef de produit à chef de groupe et de chef de groupe à directeur marketing. Et là, le message global envoyé est un petit peu moins présent. Tiens, j'ai un format, je ne vais pas parler d'un chocolat bien connu que les enfants adorent. Nous, on sait que plus le format augmente, plus les quantités consommées vont augmenter. Et générer, c'est une étude de Pierre Chandon, de l'INSEAD, va contribuer à l'obésité à moyen terme. Néanmoins, le chef de produit, quand il est passé de 750 grammes à 800 grammes, il y a plus de ventes, plus de parts de marché. Donc là, c'est juste pour mettre l'accent sur des choses qui sont très concrètes, peut-être très anecdotiques, mais qui, à mon avis, sont importantes, parce que dans cette permanence, dans cette cohérence, on a aussi besoin de cette cohérence-là, un discours global. Oui, la société parle et agit pour le bien-être à long terme de ses consommateurs, ok, mais est-ce que tous les jours c'est comme ça que ça se passe? Authenticité, bon, c'est l'honnêteté, une relation qui doit être vraie et une relation qui doit être transparente, y compris dans les phénomènes de crise. Comment gère-t-on la crise? Avec de la transparence, avec de la réactivité, pas en masquant. Nous ne sommes plus dans un monde, si on l'a été, qui peut masquer. Et bien évidemment, grâce là encore à la révolution digitale, l'interactivité. On est en conversation avec des consommateurs. On peut totalement retourner un consommateur déçu qui va devenir un advocate, comme on dit, dès lors qu'on aura traité son problème de manière positive. Donc voilà pour moi 6 points importants qui sont sur le fond. J'aimerais juste terminer sur, je dirais, la forme. Je vous renvoie à Daniel Kahneman. Daniel Kahneman a eu le prix Nobel d'économie en 2002. C'est le premier psychologue à avoir le prix Nobel d'économie. Il est l'incarnation d'une révolution dans la compréhension des process de décision. Comment nous, tous les jours, prenons-nous des décisions dans notre vie quotidienne? Et nous sommes tous très marqués par la théorie de l'homme rationnel. Je donne une information claire à un individu qui est rationnel et il va agir de manière cohérente en fonction de ses objectifs propres. Il va maximiser son utilité. Ce que Kahneman et la behavioral economics, qui est le grand courant dominant maintenant, a démontré, c'est que ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes plus des Homer Simpson que des Superman de la pensée. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez communiquer confiance, il va falloir le communiquer dans une forme que Daniel Kahneman, dans son bouquin, à mon avis, à lire absolument, qui s'appelle Thinking Fast and Slow, en français, Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée, la plus grande partie de ce que nous pensons et de ce que nous faisons prend son origine dans le système 1. Je termine là-dessus. Le système 1, c'est quoi? C'est un système qui fait que nous appréhendons de manière non consciente, permanente, instantanée, sans effort, le monde qui nous environne. Et c'est ce système 1 que nous ne connaissons pas, puisque nous sommes non conscients au système 1. C'est ce système 1 qui nous fait agir. Oh, tiens, la belle glace. Et je la prends. Est-ce que j'ai calculé tout un tas de choses? Non. Je la prends. Le 2 plus 2, je vous le dis tous, vous le savez tous, c'est système 1. Le système 2, c'est quand on fait attention. Mais comme nous sommes tous des gros paresseux, c'est ce que démontre Daniel Kahneman, nous passons beaucoup plus de temps à décider en fonction de ces premières impressions que de décider en fonction d'une analyse précise d'une information. Quel est le rapport avec la confiance? Si on veut créer de la confiance, bien sûr, il faut se battre sur le fond, sur la qualité de l'information. Mais il faut aussi créer des signes évidents, premier degré, spontanés, intuitifs de la confiance. Une marque, un logo de marque, c'est un signe instantané de confiance. Je mets Danone, ça doit être un produit, je ne vais pas mourir demain matin, je vais plutôt me régaler, ça ne va peut-être pas être très cher.
Donc voilà ce qu'ils appellent un raccourci mental. Et donc je pense que pour créer la confiance, il faut jouer sur les deux tableaux, il faut être fort sur le fond, qu'est-ce que je veux dire, et il faut réfléchir à la forme et pas penser que de l'information détaillée est une manière efficace de construire cette confiance. C'est donc une remise en cause de cette fameuse théorie de l'homme rationnel, et je vais terminer, si ça marche. Alors, je ne sais pas comment lancer les petits films d'ici. Je fais une tentative. Ça ne marchera pas? Bon, ben, ça ne marchera pas. C'était juste pour vous montrer qu'un consommateur, il décide comme ça, en 2 secondes, et pas en réfléchissant pendant 10 minutes sur les 500 références et en analysant chacun. Donc, la confiance, c'est du fondamental et du spontané. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention qui, je pense, va permettre de nourrir le débat et donc aux intervenants de notre table ronde de réagir. Participeront donc, j'ai pas fait les présentations à cette table ronde, Catherine Deveau, qui est directrice qualité Danone Produits Frais France, Jean-Louis Gérard, qui est sous-directeur à la direction produits alimentaires et marchés agricoles et alimentaires de la DGCCRF. Donc, comme ça a été mentionné tout à l'heure, devait être présent Michel Bonnet, qui représente l'association Famille de France, qui était à la fois expert média et enseignant dans ce domaine, mais malheureusement, vous l'avez compris, il vient de Bourgogne et il est resté bloqué dans un train compte tenu des intempéries. Et puis Jean-Philippe Vanneau, président du comité relations avec les consommateurs du MEDEF et également président du comité qualité du groupe France Télécom Orange, voilà. Et donc Éric Singler, avec qui nous avons déjà fait connaissance. Donc je vous propose de démarrer cette table ronde avec peut-être une première question qui permettra de lancer le débat. Une question qui permettra à chacun de s'exprimer. Quelles sont, de votre point de vue, donc les composantes qui permettent de créer cette confiance du consommateur, alors qui permettent de créer la confiance vis-à-vis de votre organisation, l'organisation que vous représentez, mais également peut-être plus largement vis-à-vis de l'acte de consommation. Et puis pour rebondir sur les propos d'Éric Singler, on l'a compris, la confiance, elle est à la fois instantanée, mais elle se construit aussi dans la durée. Donc quel est aussi votre point de vue là-dessus? Je vais passer la parole d'abord à Catherine Deveau, si vous en êtes d'accord. Bonjour. Donc effectivement, pour nous, Danone, une société agroalimentaire, donc avec un produit qui s'ingère, c'est une relation particulière avec le consommateur, vous en avez bien parlé. Et le contrat de confiance de base, pour nous, c'est la qualité produit. Alors ça tombe bien, c'est ma mission. Et cette qualité produit, le consommateur la teste à chaque pot, chaque jour. Et tout ça depuis 90 ans. Donc en fin de compte, c'est comme ça qu'on construit la base de la confiance de Danone. Alors comment ça marche, cette qualité produit? Tout d'abord, la partie des ingrédients, la partie de l'élaboration du produit, et ensuite toute la traçabilité. Alors je vais faire un petit retour en arrière, puisque je suis chez Danone depuis plus de 20 ans. Et à l'époque, j'allais, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud, dans les champs de tomates, parce qu'à l'époque, je travaillais dans la partie tomate. J'allais dans les champs de tomates, je regardais les pratiques culturales, je regardais la mise dans des grands fûts de ces tomates, je mettais moi-même le seau sur chacun des fûts de tomates, lesquels fûts de tomates étaient ouverts en usine, où on vérifiait l'intégrité du seau. Donc juste pour vous montrer, déjà il y a 20 ans, on avait cette préoccupation des pratiques culturales, de la qualité, de la cueillette à maturité du bon produit et de la traçabilité. Donc bien évidemment aujourd'hui, parce que c'était il y a 20 ans, aujourd'hui on a des méthodes encore plus modernes, encore plus poussées, mais on a toujours eu cette préoccupation et cette attention à tout ce qui constitue le produit. Puisque comme on le mange, l'ingrédient est la matière première noble, importante dans le produit. Alors bien évidemment, ensuite la transformation, comment on va contrôler l'ensemble du process, comment on va être sûr que le produit va arriver avec le bon barème de pasteurisation, le bon barème thermique, et comment on va avoir le meilleur produit. Et bien évidemment la traçabilité. Aujourd'hui, un produit, c'est environ 250 contrôles. Donc effectivement, on a clairement la main mise sur l'ensemble du produit. Alors vous le disiez,
c'est vrai que ça ne suffit pas. La qualité produit, c'est ce qui va être important et c'est ce qui va être clé. Mais derrière, il y a effectivement, il y a 7 leviers qui vont intervenir. Alors, je vais peut-être tous les aborder. Je vais en aborder quelques-uns. Donc, par exemple, l'innovation. Il était très important chez nous, on a parlé d'éco-conception, au moment où on a modifié les emballages pour pouvoir les vendre sans cartonnette dessus et effectivement gagner en consommation de CO2. Ensuite, on a toute la partie gouvernance, transparence. Alors, à plusieurs niveaux. Tout d'abord, sur l'étiquetage nutritionnel, vous avez parlé d'équilibre. Donc, on a cette transparence de donner à la fois pour 100 grammes et à la fois à la portion l'équilibre nutritionnel du produit. On a toute une équipe derrière qui travaille pour que cet équilibre soit complètement respecté, soit important. On sait bien aujourd'hui que le yaourt est un des produits les plus équilibrés en termes de nutrition. Donc, c'est important, cette image qu'on a là. En termes de transparence, on a parlé du service consommateur. Depuis plus de 16 ans, on a un service consommateur, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qui répond à nos consommateurs sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser. Alors, il pose tout type de questions. Ce sont des questions de type ingrédients, des questions de type éthique, enfin, tout ce qui peut se poser. Donc, on répond à toutes les questions. Et c'est vrai que le consommateur, alors que ce soit autrefois c'était par courrier, par lettre, maintenant c'est par mail, par Internet, se pose beaucoup de questions et cette relation, cette transparence, cette immédiateté dont vous parlez est très très importante pour nous et on y attache vraiment beaucoup d'importance. Et puis, vous parliez d'éthique, on a aussi cette dimension. Je parlais des champs de tomates. Effectivement, on vérifie, on fait des audits pour vérifier qu'aucun enfant ne va ramasser, ne va participer à la cueillette de nos fruits. Donc, on a tout un ensemble qui construit et qu'on bâtit. Et c'est ma mission. C'est vraiment quelque chose d'important chez nous qui construit cette confiance pour le consommateur. Donc, si je devais en une phrase résumer, pour nous, Danone, la confiance du consommateur, elle se construit au quotidien, chaque jour, dans la durée. Et puis, bien évidemment, avec un prérequis qu'est la qualité produit, et bien au-delà. Merci, merci Catherine. Jean-Louis Gérard, vous travaillez à la direction produits alimentaires. Est-ce que vous voulez réagir et prendre la parole pour témoigner peut-être à la fois de l'action qu'a la DGCCRF au quotidien pour tenter de créer cette confiance. Et puis ça a été mentionné en introduction et également évidemment en cas de crise que vous avez vécu en début d'année. Merci beaucoup. Oui, comme le disait M. Singler tout à l'heure, l'océan de défiance auquel nous sommes tous confrontés exige que l'administration soit réactive, transparente, comme vous l'avez également précisé. Alors, dans le secteur de l'alimentation et en liminaire, je voudrais quand même rappeler qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont générateurs d'inquiétude, de défiance. On voit arriver de nouveaux produits sur les marchés. Vous avez tous, par exemple, entendu parler des insectes qui vont entrer dans l'alimentation. On entend beaucoup parler d'OGM, de perturbateurs endocriniens, de pesticides. Oui, excusez-moi, je vous entendais peut-être mieux comme ça. De pesticides. Et il y a très régulièrement des enquêtes qui sont réalisées par des journalistes. Les médias relaient, bien entendu, cette inquiétude qui ressort d'analyses qui sont faites. Et puis il y a effectivement les alertes, il y a des toxi-infections, des TIAC, ce qu'on appelle les TIAC, les problèmes de salmonelle, des Escherichia coli. Vous avez tous entendu parler des graines germées il y a en 2011, plus récemment de la crise de la viande de cheval, qui font que tous ces éléments font que l'administration a au moins un double rôle à jouer. Un premier rôle qui est celui de informer et de surveiller au quotidien. Je crois que c'est la première tâche. Alors à cette fin, elle met en œuvre bien entendu des plans de surveillance, des plans de contrôle, et chaque fois que ces plans de contrôle, qui sont réalisés sur la base d'une analyse de risque, ont fait l'objet d'un compte rendu, eh bien, nous communiquons sur notre site Internet. Je regardais hier soir, dans la perspective de notre réunion ce matin, ce qui apparaissait sur le site Internet de la DGCCRF, et vous y voyez, dans les infos brèves, l'étiquetage de l'origine des œufs, la surveillance de la contamination radioactive des denrées importées du Japon, le contrôle de la présence d'OGM dans les denrées alimentaires, la qualité des fruits et légumes. Vous voyez, très régulièrement, tout ceci est mis à jour de façon à ce que le consommateur ait accès régulièrement aux fruits de nos enquêtes, de nos constatations. Je crois que c'est un premier point extrêmement important.
Nous avons dans ce cadre-là des opérations qui sont ponctuelles, qui vont être des opérations vacances, des opérations vacances à la neige, des opérations fin d'année, qui vont cibler plus particulièrement des produits auxquels le consommateur est particulièrement attaché dans ces périodes, ou des services auxquels il a recours, je pense à la restauration sur les plages ou des choses comme ça, et pour lesquels nous allons accentuer nos contrôles. Là aussi, le bilan de ces opérations fait l'objet de communiqués de presse, fait l'objet d'une large diffusion, de façon à ce que le consommateur voit bien que les produits, les services font l'objet d'une surveillance particulière. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important pour nous. Et puis nous avons notre bilan annuel d'activité, qui fait l'objet d'une conférence de presse du ministre, qui est relayée régulièrement par l'ensemble des médias, pour bien montrer que la DGCCRF, de ce point de vue, joue pleinement son rôle. Et puis alors, deuxième grand volet, c'est bien entendu celui de la réaction aux situations de crise. J'ai deux exemples qui sont effectivement très très emblématiques dans un récent passé. C'est d'abord celui de la crise des graines germées. Vous avez très bien vu et tous constaté que dans un premier temps, on a stigmatisé le concombre espagnol en disant mais c'est lui qui est à l'origine de la crise. Immédiatement après, on a étendu aux fruits et légumes frais. Et vous imaginez les conséquences que ça a pu avoir sur la consommation de fruits et légumes en France. Ça a été tout à fait dramatique. Donc, que faire en pareil cas? Il faut immédiatement essayer de identifier l'origine du problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rechercher les lots concernés, le produit qui peut être à l'origine, le lot concerné, donc user de tous les moyens pour reconstituer la traçabilité du produit. Puis ensuite, mettre en œuvre toutes les mesures qui vont permettre de mettre à l'abri le consommateur, c'est-à-dire procéder à des retraits des marchandises, à des rappels auprès des consommateurs, de façon à ce que rapidement, les autorités en charge du contrôle puissent informer le consommateur par tout moyen de ce qu'il ne prend pas de risque en consommant tel ou tel produit, ou que s'il y a eu un problème sur des graines germées, eh bien c'était des graines de fenugrec bio, originaires d'Égypte, et pas autre chose. Qu'à partir de là, on puisse en tout confort consommer les autres catégories de produits et puis lever toutes ces craintes qui pèsent sur le consommateur. Le deuxième grand sujet, c'est bien entendu la crise de la viande de cheval. Vous avez vu aussi comment les choses ont évolué. Nathalie Omobono tout à l'heure vous a expliqué les conséquences que cela avait eu en termes de vente, de chute des ventes pour les produits transformés. C'est effectivement un sujet qui ne peut que nous émouvoir et nous mobiliser pour que le plus rapidement possible on montre quelles sont les mesures qui ont été prises par l'administration et que les opérateurs économiques puissent rapidement reprendre leur activité normale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est amené d'une part à communiquer très vite, et vous avez vu que les ministres de ce point de vue-là ont été très rapidement mobilisés, qu'on a fait des conférences de presse régulières, qu'on a réuni à la fois les opérateurs économiques concernés, les associations de consommateurs, que Benoît Hamon a réuni dans cette enceinte à plusieurs reprises pour les tenir informés de la progression des recherches et de l'état d'avancement de nos contrôles. Autre point qui était, à mon sens, tout à fait important. Et puis, on a, avec les professionnels, essayé de réfléchir ensemble à la manière dont on pouvait donner davantage confiance aux consommateurs par des outils que sont au moins deux d'entre eux la mise en place d'un code d'usage des matières premières, avec des précisions sur les dénominations des produits qui sont proposés aux consommateurs, et puis également une charte d'application volontaire qui est proposée par l'association de l'ANIA, de l'industrie agroalimentaire, qui vise à renforcer les autocontrôles, et de façon là aussi à expliquer aux consommateurs que les professionnels eux-mêmes se sont pris en main pour éviter que des problèmes comme celui que nous avons rencontré ne surviennent à nouveau. Donc tout ceci fait l'objet d'une communication, d'une transparence la plus large possible, de façon à ce que le consommateur ait confiance dans les opérateurs et dans l'administration. Ces deux points, à mon avis, doivent être soulevés et sont de nature à renforcer la confiance et petit à petit à faire en sorte que le consommateur achète à nouveau des produits transformés à base de viande. Voilà en quelques mots ce que je pouvais vous dire.
Vous avez effectivement donc paré à l'urgence et puis travaillé sur la reconstruction de la confiance après la crise. Avant de passer la parole à Jean-Philippe Vanneau, est-ce que vous avez, on parlera si on a le temps du baromètre effectivement et de la mesure, mais est-ce que sur ces cas précis, vous arrivez assez rapidement à mesurer si vous avez pu atteindre le consommateur au-delà des communiqués de presse, c'est la fréquentation de vos sites internet, vous arrivez à mesurer effectivement l'impact de votre action? Alors, on la mesure essentiellement par les retours que les professionnels concernés peuvent nous donner, puisque, bien entendu, nous sommes en relation permanente et que ce sont eux qui, à l'occasion des réunions que nous tenons, des échanges téléphoniques, nous disent, bon, voilà, comment les choses évoluent. Hein. Les consommateurs eux-mêmes, bon, bien entendu, à l'occasion, par exemple, du Conseil national de la consommation qui se tient régulièrement, nous donnent leur avis, nous font part de leurs inquiétudes ou, au contraire, du rétablissement de la confiance, en estimant que les mesures ont été prises, et nous en font part. C'est un peu de cette manière que l'on apprécie le rétablissement de la confiance. D'accord. Jean-Philippe Vanneau, vous avez un micro. Donc, de votre point de vue, quels sont effectivement, vous êtes dans un autre secteur d'activité, oui. les services. Donc, quelles sont pour vous les composantes de cette confiance et puis durabilité ou instantanéité? Alors, une petite précision. Moi, je démarre mes activités au MEDEF de président du comité relations avec les consommateurs et je termine mon activité Orange. Donc, je vais vous parler un peu de MEDEF, mais beaucoup d'Orange. Hein. Sachant que sur ces 3 dernières années, j'ai été responsable au niveau du groupe Orange, donc sur l'ensemble des pays du groupe, une trentaine de pays où on fait de l'activité grand public, à la fois de qualité, de responsabilité sociale d'entreprise et d'éthique. Et le fait qu'on ait mis les 3 ensemble était un choix délibéré de notre président Stéphane Richard. Alors, sur Orange, on a essayé de travailler beaucoup sur comment se construit la confiance, notamment quand on a regardé ce qu'on a vu tout à l'heure, ce qui est le fait que la confiance envers les grandes entreprises, elle n'est pas très élevée. Et en plus, quand on regarde les différents secteurs d'activité à l'intérieur des entreprises, la confiance dans les opérateurs de télécommunications, elle est plutôt dans le bas du tableau. Hein. Donc il y a vraiment un travail qui a été fait. On a questionné des clients dans plein de pays du groupe et l'enseignement qu'on a, c'est que dans la pyramide du MEDEF que vous a présenté Laura au début, il y a, pour les opérateurs de télécommunications, 3 éléments qui, vus du client, sont fondamentaux pour construire la confiance. Le premier, ça a été évoqué par les 2 précédents intervenants, c'est la transparence. Les clients détestent avoir des trucs cachés, quoi, si j'ose dire. Hein. Transparence dans la communication, transparence dans les contrats, etc. Donc transparence est un point fondamental, très difficile à faire. D'autant que, je ne sais pas comment vous faites vous, mais plus personne ne lit les contrats et plus personne ne lit les modes d'emploi. Hein. Mais il n'empêche que. Bon, donc transparence, c'est vraiment le premier point. Et celui qui arrive sans doute en premier, pour nous, pour le secteur d'activité que j'évoquais. Le deuxième, c'est comment ça se passe lorsqu'un client, alors dans le domaine des opérateurs de services, lorsqu'un client interagit avec l'entreprise. Comment se passe cette interaction, sachant que les 2 exigences du client, c'est qu'on a revu dans ce qu'a dit Eric Sinclair, qui est efficace et cohérent. C'est-à-dire quand un client interagit avec 2 canaux d'entrée différents du groupe, il faut que les réponses soient cohérentes. Il déteste avoir des réponses différentes en fonction de la porte d'entrée dans laquelle il rentre. Hein. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important, cette consistance. Le 3e point, qui nous a, au-delà de cet aspect transparence et qualité de l'interaction, c'est ce qu'on peut appeler usage sûr et responsable. C'est-à-dire, par exemple, je reprends toujours mon exemple d'Orange, pouvoir donner à un client des moyens de contrôle parental pour que ses enfants n'accèdent pas n'importe comment à des sites Internet. Pouvoir informer sur ce qu'on appelle, à tort ou à raison, la dangerosité des ondes. Pouvoir mettre, par exemple, un bouton pour couper le Wi-Fi chez soi. Des choses comme ça. Donc, usage sûr et responsable devient un élément de plus en plus important, qui se construit dans le temps, mais qui est très important. Donc, voilà les 3 grands facteurs qui basent la confiance dans ce secteur-là. Hein. Alors, après, il est vrai, je crois que je suis tout à fait d'accord avec la phrase que la confiance se construit dans la durée, mais peut se défaire de façon instantanée. Je vais vous donner juste un exemple. Moi, il se trouve, j'étais un jour dans un colloque en France et j'étais à côté d'une cliente qui a dit tiens, pendant le colloque, j'ai quitté un des concurrents d'Orange pour venir chez vous. Je me dis super.
Voilà, une cliente attirée par la qualité de nos produits. C'était pas ça. C'était juste, elle était cliente d'un de nos concurrents en France, je ne vais pas dire le nom, mais peu importe. Depuis plusieurs années, elle était très contente de cet opérateur-là. Et un jour, on l'a appelé en lui disant, tiens, on vous propose une baisse de X%, moyennant un engagement complémentaire de 2 ans. Et elle a dit oui. Et puis, cette baisse n'a pas eu lieu. Bon. Donc elle s'est dit, ça c'est pas normal, et elle a appelé. Et on lui a dit, on vous a jamais proposé cette baisse. Le soir même, elle avait changé d'opérateur. Juste pour ça. Alors qu'elle m'a dit, mais j'étais très contente de mon opérateur, il a de très bons produits, c'est très fiable, tout va bien. Juste ça, le fait qu'on ait mis en cause sa parole, instantanément, elle a changé. Donc l'instantanéité, oui, me semble extrêmement forte, et je suis tout à fait d'accord avec le fait que le système 1 est fondamental. Et pour donner un exemple, j'ai été aussi patron de marketing du groupe Orange, l'achat impulsif est beaucoup plus important que l'achat raisonné dans notre domaine. Donc voilà, instantanéité reste un point extrêmement important. Et est-ce que le développement des nouveaux vecteurs numériques, voilà, dont on a parlé, Eric Sinclair en a parlé, les réseaux sociaux, les forums, les avis, les blogs, on est là aussi dans l'instantanéité, on est dans l'expression par ses pairs. Est-ce que ça a bouleversé vos réflexions et la qualité de la relation? Alors ce qu'on appelle la digitalisation bouleverse en profondeur, et je crois que Eric Sinclair a parlé de 2 aspects de la conversation qui devient mondiale et instantanée. Je vais en rajouter un 3e qui est, elle est permanente. Permanente voulant dire 24/7, comme diraient les anglo-saxons, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est un défi considérable. Et si je reviens sur le problème des crises qui a été évoqué, si vous avez une crise un vendredi soir à 22 heures, la réaction doit être le vendredi soir à 22 heures et quelques minutes. L'instantanéité est un point extrêmement important. Premier point. 2e point, évidemment, avec cette numérisation, nos consommateurs sont devenus beaucoup plus informés. Et la plupart du temps, quand ils rentrent dans un point d'accès de l'entreprise, ils ont déjà eu une information. Je vais vous donner un exemple. Sur Orange, dans la plupart des pays, 80% des clients qui rentrent dans une boutique sont allés sur un site web de nous ou de nos concurrents avant de rentrer. Donc cette qualité de l'information, la connaissance du client devient considérable. Donc c'est un grand changement et un grand bouleversement, ce qui veut dire que l'opérateur de service doit être présent non seulement dans ces points d'accès traditionnels, mais aussi dans les réseaux sociaux, dans les blogs, etc. Nous, en termes de relations de service, le métier qu'on a le plus développé, c'est modérateur dans un blog pour parler des produits d'Orange. Et là, on est dans ce qu'on appelle le one-to-many, c'est-à-dire que ce que dit cette personne dans le blog est entendu par des milliers ou des millions de personnes, donc engage le groupe immédiatement sur tout son territoire. Ça, c'est extrêmement important. Et là aussi, on est dans la quasi-instantanéité. Il faut savoir répondre en quasi-temps réel. Donc, oui, le numérique bouleverse beaucoup les choses. Et évidemment, je vais finir par là, quand on dit, ce qu'a dit Eric Sinclair, la proximité compte, pouvoir, par exemple, donner à nos clients accès à ce que pensent leurs amis de nous est un élément de confiance fondamental. Parce que bien sûr, les clients ont confiance avant tout envers leurs proches. Donc s'ils ont des proches qui apprécient nos produits, ils apprécieront nos produits. Est-ce que ces nouveaux moyens peuvent pas être également source de défiance, puisqu'il peut y avoir, et il y a eu des travaux en lien avec la DGCCRF sur les avis des consommateurs, par exemple, avec la FNOR. Est-ce que par rapport à la fiabilité de l'information ou la source de l'émetteur, c'est à la fois créateur de confiance et on revient au pair, mais ça peut être aussi sur la... Est-ce que la DGCCRF, vous n'utilisez pas ces nouveaux moyens de technologie, vous n'intervenez pas sur les... Merci beaucoup. Oui, on n'utilise pas certains de ces moyens, mais pour autant, on est naturellement extrêmement sensible à l'instantanéité et à la permanence de l'information.
et en utilisant bien sûr l'outil Internet. J'ai connu d'autres temps dans la vie administrative où, par exemple, on voyait arriver des courriers régulièrement. Maintenant, on voit arriver énormément de mails. Aujourd'hui, pour parler des situations d'alerte, bien entendu qu'il faut réagir dans la minute, immédiatement. On a en permanence des agents qui sont à toute heure du jour et de la nuit, quel que soit le jour de la semaine, mobilisés pour intervenir quand il y a un problème. Et on a donc une architecture européenne avec un système RASF qui permet à l'ensemble des États membres de réagir dès que l'information est diffusée, mais également au plan national un réseau d'alerte avec les différentes administrations concernées, que sont notamment la Direction générale de la santé et la Direction générale de l'alimentation. Et chacune de ces administrations intervient dans son champ de compétences dès lors qu'un problème vient à survenir. Et là aussi, on utilise autant que faire se peut l'outil informatique de façon à ce que chacun puisse accéder à une information fiable et sûre, que l'ensemble des cabinets ministériels soient naturellement tenus informés immédiatement. Et on mesure ensuite la façon dont les consommateurs se sont intéressés à la diffusion de cette information à travers les consultations de notre site Internet. Alors pour vous donner un exemple, j'ai des chiffres de volumétrie pour 2013 par exemple, où l'on voit que à cette heure, il y a eu 6 751 501 sur des pages vues. Voilà. Plus de 6 700 000 pages vues en 2013, soit plus 40% par rapport à 2012. Le nombre de visites, c'est plus de 3 millions, plus 53,4% par rapport à 2012. C'est une très très forte augmentation de cette consultation de nos sites Internet. Donc on a ce souci de pouvoir réagir très vite, de donner une information la plus fiable possible, la plus précise et le plus rapidement possible. Vous avez commencé à parler de mesures et le baromètre des plaintes a été évoqué en introduction et je vois que le temps passe. On peut peut-être évoquer effectivement cette question de la mesure de la confiance qui, comme ça a été dit aussi en introduction, ne fait pas l'unanimité. Éric Singler, vous nous disiez en préparant cette table ronde la mesure de la confiance. Effectivement, qu'est-ce qu'on mesure? Est-ce que c'est la satisfaction? Est-ce que ce sont les plaintes? Est-ce que tout ça est synonyme? Pardon. Alors, bien évidemment, une bonne mesure, c'est d'abord s'interroger sur qu'est-ce qu'on mesure. Et là, en la matière, confiance, si je reprends le cas de Danone, en la marque Danone, confiance dans les produits Danone, confiance dans l'entreprise Danone. Tout ça, c'est des angles qui sont différents et qui peuvent apporter des réponses différentes. Et je pense que l'ensemble est intéressant. Après, il faut prioriser en fonction des objectifs de chacun. Mais je pense que ça n'a pas trop de sens de mesurer une notion de confiance dans l'absolu si on veut véritablement en comprendre les déterminants et pouvoir piloter de manière efficace ces déterminants. Donc s'interroger sur quelle confiance je veux essayer d'appréhender et après essayer de comprendre et de mettre en place les outils qui sont les plus adaptés. Ce qu'on sait aussi à travers, encore une fois, les théories de Kahneman et de la behavioral economics, les mots sont extrêmement limitatifs. Nous sommes, pour reprendre une de ces expressions, étrangers à nous-mêmes très largement, surtout quand on essaye d'expliquer les motivations de nos actes ou ce qui construit la confiance. Mais néanmoins, comme nous sommes des êtres qui cherchons à être cohérents, quand on nous pose une question, on y répond. Pourquoi avez-vous confiance? Je vais y répondre. Ce qu'il va falloir, c'est aller au-delà de ça pour comprendre cette confiance. Alors, il y a tout un tas de techniques plus ou moins discutées, plus ou moins discutables, en tout cas nouvelles, d'observation, de neurosciences, de ce qu'on appelle les associations implicites, etc., pour essayer de mesurer de manière plus précise le phénomène et de mieux le comprendre. Donc c'est des interrogations qu'il faut aussi avoir, tout en intégrant les notions d'éthique dans les outils utilisés. Donc c'est en gros quelle confiance on veut mesurer, à partir de ce moment-là, avec quel outil. Par exemple, avec le point d'Internet, maintenant on parle beaucoup de e-réputation, c'est-à-dire de
par rapport à tout ce discours Internet, qu'est-ce que ça génère par rapport à ma marque? Voilà, pour revenir sur la mesure de la confiance, on a effectivement beaucoup d'outils, mais j'allais dire que pragmatiquement, dans un produit agroalimentaire, le taux de réachat, c'est vraiment la base, puisqu'à partir du moment où le consommateur réachète, l'écoute qu'on a au niveau du consommateur, le nombre de contacts et les questions qu'il nous pose nous permettent d'avoir une bonne mesure de la confiance du consommateur. Sur la même question, je vais vous faire deux réponses complémentaires, une avec ma casquette Orange, une avec ma casquette MEDEF. Au niveau d'Orange, on a pris un choix qui est de dire nous allons utiliser la méthode de ce qu'on appelle le Net Promotion Score, Promoter Score, et qui est, on pose une question au client qui est, si on vous demande de noter de 1 à 10 votre propension à recommander Orange à vos amis et à vos relations, qu'est-ce que vous mettez comme note? Et on fait ça dans tous les pays du groupe. Et c'est ça qu'on utilise. Et on s'aperçoit d'ailleurs, et ça a été dit au début par Éric Sinclair, que les notes sont pas du tout les mêmes, je dirais à niveau de qualité identique, selon les pays. Hein. Quand un Français est à peu près satisfait, il met 7. Quand un Roumain est à peu près satisfait, il met entre 8,5 et 9. C'est comme ça. C'est culturel. Bon, mais on utilise ça et ça permet à chaque pays de voir comment il progresse sur cette notion-là. Donc ça, c'est ma réponse Orange. En tant que MEDEF, est-ce qu'il faut un baromètre transactivité, transpays pour mesurer la confiance? Je dis, je suis pas sûr du tout de ça, parce que les pays sont pas comparables. 2, les activités sont pas comparables. Je vais vous donner un exemple. Moi, mon appréciation vis-à-vis de mon fournisseur de chemises de tennis et d'un opérateur de télécom avec lequel j'interagis en permanence n'est pas du tout la même parce que l'intensité de la relation n'est pas la même. Donc, je pourrais mettre 9 à un et 7 à l'autre, mais c'est pas comparable. Donc, je crois qu'il faut faire très attention à cette notion de baromètre. Le problème, qui est un outil utilisé par l'entreprise avec ses consommateurs pour améliorer la relation, bien sûr, qu'on essaye de faire un baromètre qui fait de la comparaison en niveau absolu entre secteurs d'activité, entre pays, ça me paraît utopique et probablement dangereux parce que ça peut inciter à accroître la défiance sur certains secteurs d'activité parce qu'on pense que le niveau devrait être comparable, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc faisons attention à l'utilisation de baromètres soi-disant en répondant à tout. Jean-Louis Gérard voulait réagir, je crois. Oui, juste un mot, parce que ce baromètre des réclamations pour la DGCCRF, il est naturellement très important, pour une bonne raison. C'est que c'est lui qui va nous servir à construire une partie de notre analyse de risque. C'est un baromètre qui est suffisamment fin pour l'administration, qui va permettre d'identifier des secteurs, des pratiques, des enseignes qui devront faire l'objet de contrôles particuliers. Donc, vous imaginez que c'est naturellement un outil indispensable pour nous, que nous consultons régulièrement, et qui va nous servir précisément à donner satisfaction à ces consommateurs qui ont transmis des réclamations en nous indiquant que là, pour telle entreprise, pour tel type de produit, il y a un problème particulier qui se pose. Donc on a naturellement, c'est tout à fait légitime en tant qu'administration, une vision un petit peu différente du baromètre des réclamations. Mais effectivement, comme le disait Jean-Philippe Vanneau, je crois que les démarches peuvent être complémentaires. Il y a effectivement une nécessité de mesurer les plaintes, mais après, ça ne correspond pas forcément à une mesure de la confiance. Et c'est vrai que voilà, l'idée, c'était effectivement de ce baromètre n'instaure pas une défiance. Je crois que c'était, si j'ai bien compris, la crainte des professionnels. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière réaction, parce qu'on a déjà dépassé le timing, donc je vais être obligée de clore vos interventions et cette table ronde et de passer aux questions de la salle. Est-ce que quelqu'un, un mot de conclusion? Je crois que beaucoup de choses ont été dites effectivement, à la fois sur les composantes, l'impact des nouvelles technologies et puis cette question de la mesure. Donc on va pouvoir passer la parole à la salle. Je vois des mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a des micros où il faut que nous nous organisions avec les micros?
Voilà, donc il faut effectivement appuyer sur le bouton et je vais vous demander, bien entendu, de vous présenter avant de poser votre question. Merci Madame la Présidente. Daniel Foundoulis, Association familiale laïque de Paris, association de consommateurs. Depuis bientôt plus d'une décennie, on parle de confiance des consommateurs. Nous avons eu 3 rapports, un rapport Lefebvre, un rapport Châtel, un rapport Laurent. Nous avons eu les assises de la consommation initiées par M. Novelli. Nous parlons toujours de confiance des consommateurs. Nous sommes partis de la consommation défiance à la consommation confiance. Nous avons vu comment restaurer la confiance des consommateurs et aujourd'hui nous avons agir pour la confiance des consommateurs. Comment et pourquoi pensez-vous que nous en sommes aujourd'hui au même point qu'il y a plus d'une décennie? Je vous remercie. Est-ce que nous en sommes au même point? Il y a eu pas mal d'initiatives de régulation. Est-ce que peut-être Jean-Louis Gérard, vous souhaitez répondre? Je peux dire, simplement pour reprendre les propos liminaires que j'avais tenus tout à l'heure, qu'à partir du moment où vous avez de nouveaux produits, où vous avez de nouvelles pratiques, que vous avez une situation économique qui évolue avec des prix particulièrement bas, ou la recherche de prix particulièrement bas qui peut conduire le consommateur à s'interroger sur la qualité du produit en question, il y a de nouveaux risques qui apparaissent. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il faut en permanence entretenir cette nécessité de donner confiance aux consommateurs. Je crois que c'est ça. L'idée n'est pas que cette confiance a connu une sinusoïde particulière. C'est simplement cette volonté en face de nouveaux produits, de nouveaux risques, d'alertes qui surviennent à tout moment, et ce sera toujours le cas, et il faut bien le savoir, puisque aujourd'hui, par exemple, on a un souci lié à la nutrition, qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, nous n'avions pas. Aujourd'hui, on a donc un vrai besoin d'informer le consommateur sur la présence de graisse, la présence de sucre, la présence de sel. Et là aussi, c'est quelque chose qui est plutôt nouveau. Au plan communautaire, on s'y est naturellement beaucoup intéressé dans le cadre du règlement sur l'information du consommateur. Et il est tout à fait légitime que pour sa santé, le consommateur s'interroge et demande à ce que l'administration, par exemple, et les entreprises également, fassent le plus pour lui donner confiance. Effectivement, une évolution des comportements et puis des contextes de crise économique qui font que c'est un mouvement permanent. Une autre question? Oui, monsieur. Oui, bonjour, Miguel Lecomte, Crédit Agricole. Il y a quelques années, il y a un remarquable ouvrage qui avait été publié qui s'appelait « La société de défiance ». Par Pierre Cahuc et Monsieur Silbert Berg, je crois, qui parlait un petit peu de la défiance dans la société française et des problématiques que ça entraînait au niveau des rapports entre groupes sociaux, d'autres modes de fonctionnement et autres. Ce que je voulais savoir, c'est qu'on parle de défiance dans les rapports sociaux, le fonctionnement de la société. Là, on parle un peu aussi de défiance dans la consommation. Est-ce qu'il y a un tropisme français sur, de manière générale, la défiance par rapport un petit peu à tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous propose? Est-ce que dans d'autres pays, on se rend compte que l'ambiance, si je peux dire, est beaucoup plus décontractée par rapport à ces problèmes-là? Enfin, est-ce que les Français sont plus soucieux ou sourcilleux que ce qu'on trouve dans d'autres pays, même si M. Vanneau nous a dit tout à l'heure que c'était difficile de faire des comparaisons internationales? Et puis une deuxième question, c'est si on a aussi peu confiance ou si on est de plus en plus méfiant. Depuis des années, c'est quand même la consommation qui tire la croissance. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce paradoxe? Est-ce qu'il y a des transferts d'une entreprise vers une autre? Enfin, au final, c'est quand même la consommation qui tire l'économie aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce comportement, entre guillemets, un peu schizophrène? Merci. Eric Singler, peut-être, je crois que vous travaillez aussi sur la confiance du citoyen. Oui, alors ça c'est encore un autre débat. Sur vos 2 points, alors on a un baromètre, nous, mondial, sur confiance, et il se trouve que les Français sont le peuple le plus pessimiste, si je prends mes chiffres au pied de la lettre. Donc là, je pense qu'il y a peut-être un facteur culturel ou peut-être des effets d'une crise. Ça fait depuis 1974 au moins qu'on parle de crise d'une manière générale et je pense que ça affecte le moral. En plus, les Français sont un peuple, quand je parle pas mal avec les Américains, nous sommes des intellectuels, perçus en tout cas comme tels, en réfléchissant, discutant beaucoup par rapport à notre grande et longue histoire et s'interrogeant sur y a-t-il un déclin, et je pense que ça affecte aussi ce que chacun pense.
Alors ça, c'est sur le plan de la comparaison internationale. Après, sur le plan du paradoxe, moi, ce que je voudrais, c'est mettre en avant la confiance envers les marques. Elle est forte. Elle est forte depuis longtemps. Nestlé, Danone, L'Oréal, toutes ces grandes marques françaises, quand nous faisons des baromètres de perception de cette confiance, elle est très élevée. Et c'est ça qui génère de la consommation. Alors de la consommation qui est peut-être pas aussi élevée et aussi croissante qu'on l'aimerait, mais pour des raisons, alors là, qui sont économiques. Mais il faut faire, à mon sens, une grande différence entre cet océan de défiance dont j'ai parlé, qui est d'autant plus forte que c'est loin les institutions européennes, le gouvernement, les politiques, les partis. Et dès lors que je reviens dans du quotidien, les marques que je mange tous les jours, les opérateurs que j'utilise tous les jours, là, il y a des niveaux de conscience qui sont très forts, très élevés, et qui ne sont pas du tout en chute. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Oui, bonjour à vous tous. Je suis Kim Ta, experte en hygiène et sécurité des denrées alimentaires auprès de la Commission européenne. Ma question porte sur le rôle de la DGCCRF. En ce qui concerne le contrôle du retrait ou du rappel des produits contaminés. Dernièrement, donc il y a quelques jours, il y avait un avis de notification d'un lot de steak haché contaminé. Je l'ai appris donc sur Internet, mais dans les médias de grand public, personne n'en parle. Et dans les supermarchés dans mon quartier, il n'y a pas d'avis, il n'y a rien du tout. Donc vraiment, je me pose la question. Donc je ne critique personne. Donc j'aimerais bien comprendre comment ça se passe. Est-ce que le directeur du supermarché est au courant? Je ne sais pas du tout. Donc il y a quelque chose qui m'interpelle. Merci beaucoup. Alors, j'aurais un petit peu de mal à vous répondre pour la bonne et simple raison que cela ne relève pas de la DGCRF. Mais la Direction générale de l'alimentation, s'agissant de produits carnés. Très bien, d'accord. Mais pour autant, je sais que mes collègues du ministère de l'Agriculture et donc de la Direction générale de l'alimentation savent parfaitement gérer ce type de situation. Que si à ce stade on n'en a pas parlé, c'est sans doute qu'ils ont estimé que le risque avait été parfaitement maîtrisé et qu'il n'y avait pas lieu d'affoler la population avec quelque chose qui était parfaitement circonscrit. Si vous voulez, la communication n'intervient qu'à partir du moment où, d'une part, ce risque est connu, et où, d'autre part, il y a encore chez un certain nombre de consommateurs des produits qui sont susceptibles d'être consommés, auquel cas, naturellement, il faut absolument communiquer. Mais si on s'aperçoit qu'il s'agit de produits qui sont retirés du magasin, retirés des linéaires, et que ces produits ne sont plus chez les consommateurs parce qu'on a fait le point très rapidement sur la situation avec l'aide en général du distributeur, bien entendu, il n'y a pas lieu non plus d'affoler ciel et terre en disant attention, chez tel opérateur, on a mis en vente un produit qui présentait un risque. Donc, bien entendu que tout ceci doit être parfaitement proportionné. On fait extrêmement attention à ce que la communication dont on connaît les conséquences, je vous rappelle quand même ce qui, à l'occasion de récentes crises, a pu survenir, a pu se passer. Je veux dire, les conséquences sur les entreprises et sur l'emploi ne sont pas neutres. Il faut vraiment proportionner les mesures qui sont prises en fonction du risque qui a été identifié. Dès lors qu'on estime qu'il n'y a plus de risque, bien sûr, on ne communique pas. Ma question ne porte pas sur l'affolement du consommateur, parce que les lots de steak haché sont restés là sur la rayon. Je ne connais pas les détails de cette affaire, puisque je ne sais pas du tout. Et comme je suis végétarienne, donc... voilà, je comprends le sens de votre question. J'échappe à la situation. Merci beaucoup. Madame. Donc Sandrine Raffin, je suis présidente de Link Up, une société qui s'occupe des stratégies d'adhésion justement pour les marques.
Donc une remarque ou surtout une anecdote ou une histoire et une question. L'histoire, c'est celle de Nutella. Vous avez parlé de crise qui a été mis au centre de l'idée de la taxe Nutella sur l'huile de palme, qui génère énormément de défiance de la part du consommateur. Et on s'aperçoit d'une part que le consommateur, finalement, s'il cherche de l'information sur l'huile de palme, il trouve une liste sur Google, on va voir un intervenant de Google, il va trouver une liste de témoignages, de pseudo-experts qui vont lui raconter une histoire absolument abominable et finalement très souvent très compliquée. Acide gras trans, hydrogénation partielle, etc., etc. Et on s'aperçoit en revanche en parallèle que cette marque très attaquée, donc ça vient nourrir l'idée de la confiance dans les marques, lorsqu'elle prend la parole et que finalement elle explique et elle reconnaît en disant oui je l'utilise et voilà pourquoi je l'utilise, finalement le consommateur pour l'instant, il continue à acheter du Nutella. J'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet-là. Et il a été rassuré parce que la marque en qui il a confiance lui a expliqué non seulement le Nutella, mais elle lui a expliqué aussi un peu comment elle fabrique le produit, quels sont les ingrédients, etc. Donc ma question c'est, ne faudrait-il pas finalement cette boîte noire, souvent noire, et peut-être que sur les yaourts, et notamment Danone l'a quand même beaucoup fait, que ce soit au Salon de l'Agriculture depuis des années, ou que ce soit sur ses sites internet, etc. Mais l'agro-industrie est une boîte noire très souvent pour les consommateurs, comme peut-être d'ailleurs le téléphone portable, et qui a besoin d'expliquer la réalité des choses et de mettre les choses en perspective, même lorsque ces choses sont complexes. Donc ça ouvre la voie vers la deuxième table ronde. Quel type de pédagogie, quel type de discours? Parce que soit on est dans un discours, finalement, on va utiliser l'ouverture de la boîte noire, donc les tomates par exemple, en montrant qu'elles sont cuites à maturité, mais on ne va pas forcément raconter toute l'histoire. Et si on ne raconte pas toute l'histoire, ou si on rend la chose trop marketée, trop publicitaire, elle n'est plus crue. Mais ne faut-il malgré tout pas ouvrir cette boîte noire, comme vous le faites à la DGCCRF, vos chiffres sont impressionnants sur vos sites internet, et peut-être donner accès à une information simple qui reste proche du système 1, mais malgré tout intelligible et compréhensible, plutôt que de laisser cette boîte noire qui crée de la défiance. Et je trouve que l'huile de palme est vraiment un exemple très significatif, puisqu'on attend tout et n'importe quoi sur ce produit. Merci. Catherine ou Jean-Philippe, vous souhaitez réagir? Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de contacts consommateurs qui nous posent ce type de questions auxquelles on répond dans l'intégralité, sur tous les types d'ingrédients, sur comment on fabrique. On a même régulièrement des consommateurs qui viennent visiter, on a fait ça régulièrement, visiter nos usines pour comprendre comment ça se passe. Et je suis d'accord avec vous, je pense que le fait d'ouvrir, le fait de voir, le fait d'expliquer, parce que ce que je vous dis sur les tomates existe sur les fraises, existe sur beaucoup de choses, en fin de compte ça remet le débat à sa juste valeur. Et je pense que c'est ça, enfin, le côté pragmatique, le côté dans le champ qui est important et qui montre aux consommateurs ce qui est fait réellement. Ça, je suis d'accord avec vous. Oui, je suis complètement d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de pédagogie, de discussion, d'ouverture et de transparence à faire. Je crois que dans les tas de domaines, dans le domaine des smartphones que vous évoquiez, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses à faire. Juste un petit mot sur lequel vous avez insisté, mais je voudrais réinsister, de l'information simple. On ne veut pas se prendre la tête à tenter de comprendre un manuel, tenter de comprendre un article un peu long, un peu compliqué. Et là, c'est toute la difficulté. Lisez le dernier bouquin là du conseiller d'Obama qui s'appelle Simpler, Cass Sunstein, qui est, voilà, là, le défi de nos gouvernants d'une manière générale, c'est rendre intelligible, simple, des choses qui sont compliquées. Et là, juste pour reprendre un autre grand intellectuel, Léonard de Vinci, la simplicité et la sophistication suprême. C'est-à-dire, pour être très simple, il faut avoir très très bien compris, y compris ce que les uns et les autres ont envie de traiter comme information, un minimum. Tiens, 4 étoiles sur 5, j'ai bien compris que ça devait être bien. Je pense que le défi, il est pas mal là. Écoutez, je crois que ce sera le mot de la fin, parce que c'est une jolie référence pour terminer, à moins qu'il y ait vraiment je vois pas de main. Si, alors voilà, je le dis, donc forcément, allez, une dernière question. Oui. Moi, j'avais juste une question, Pierre Boquet de la Fédération bancaire. En quoi, finalement, vous avez parlé, moi j'ai trouvé très intéressant le système 1 et le système 2, parce que finalement, c'est ce qu'on vit en tant que citoyen, consommateur. On voit bien qu'après coup, on refait l'histoire, où on essaye de donner des choses un peu... une cohérence à peut-être des décisions où, comme vous le disiez, on a affaire à
soit de l'achat d'impulsion ou une envie, c'est pas forcément mal en soi, hein, de toute façon. Mais en quoi, du coup, les pouvoirs publics prennent en compte cette réalité-là, à la fois pour simplifier les choses, et deuxième chose, justement, pour prendre en compte ce système 1, et non pas, aujourd'hui, organiser la réglementation et tout ce qui va autour, les règles, autour, finalement, du système 2, à obliger à des contrats qui font effectivement 10, 20, 30, 40, 50 pages, qui ne sont pas lus, à faire des résumés de résumés, à faire des mentions qui ne sont pas lues aussi, donc ça fait peut-être plaisir à la communauté. Alors c'est peut-être un élément de confiance dans la tête, mais pas forcément dans la réalité. Donc comment finalement les pouvoirs publics peuvent intégrer cette difficulté-là, parce que la réponse elle est sans doute pas simple. Est-ce qu'on peut réconcilier transparence et simplicité? C'est la question qui est posée. Désolé, j'ai un petit bout de réponse. C'est le gouvernement, le secrétariat général de la modernisation de l'action publique, nous a contactés il y a 3 mois pour essayer d'appliquer les théories de Kahneman, le nudge et de Thaler. À la suite, vous savez que le gouvernement anglais a rapporté à David Cameron la Nudge Unit, Behavioral Insight Team. Obama a décidé la même chose, les Canadiens, les Australiens, c'est très anglo-saxon. Mais maintenant, les Français s'y intéressent, l'administration publique, et on a un certain nombre de rendez-vous pour ne serait-ce que partager comment essayer de rendre plus simple et plus efficace et à moindre coût, puisque le nudge, c'est ça, toutes les principales actions en relation avec les usagers. Donc l'administration française, à mon sens, s'y met. Voilà, là ce sera vraiment le mot de la fin. Je suis désolée, je vous propose pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions, tout simplement d'entamer le dialogue à la pause avec nos intervenants. Merci infiniment pour vos propos et nos échanges.